Salutations cinéphiles, mon nom est Michel Terrien, bienvenue aux Petites Vues, très heureux de vous retrouver pour ce grand périple que nous poursuivons aujourd'hui, périple que nous avons débuté il y a déjà un petit moment pour cet univers incroyable qui se poursuit avec les Friday the 13th. C'est un vrai périple, un petit peu comme Jason et les Argonautes qui s'est aventuré en mer. Eh bien, ce Jason, celui-ci s'est aventuré dans un lac un jour et puis, il en est ressorti pour nous faire vivre de très nombreuses aventures qu'on a aimées, plus ou moins dans certains cas. Il y en a qui nous ont vraiment plu, d'autres un peu moins. Et, qu'est-ce que... Oh, excusez-moi, là, il y a quelqu'un ici, là, parmi vous, je suis désolé, là, oui, toi, tu peux pas embarquer dans l'aventure sans avoir regardé les autres capsules. On en a fait d'autres, là, il y en a 6 autres avant celle-ci, et peut-être même que tu as oublié de regarder la capsule Friday the 13th en 3D. Faut pas en sauter un épisode. C'est important de savoir d'où l'on vient avant d'arriver ici. Tu reviendras nous voir tantôt. Pour les autres qui nous ont suivis, on poursuit l'aventure, puis pour l'autre, tu reviendras tantôt. Parce que nous, ce qu'on veut, évidemment, c'est poursuivre notre périple et puis poursuivre notre discussion qui se poursuit aujourd'hui avec cette aventure qui se poursuit. Puis à chaque fois qu'un film se termine, là, on s'attend évidemment à ce que Jason survive d'une manière ou d'une autre. Évidemment, là, il n'y a plus vraiment de surprise. Puis on se demande toujours un peu comment il va finir par s'en sortir. Mais bon, Jason, c'est un peu devenu Puis là, on va utiliser vraiment, je pense qu'on peut utiliser cette terminologie-là. Je l'ai déjà dit, là, mais c'est un genre de entre guillemets, de zombie de service. Ça a été aussi été un genre de Frankenstein dans l'épisode 6 également. Mais là, on n'a pas le choix de le dire, c'est un mort-vivant, carrément, je veux dire, c'est sûr et certain. Donc, l'épisode dont on parle aujourd'hui est apparu sur nos écrans en 1988 et je vous fais une confession bien honnête et je vais vous en parler davantage quand on fera peut-être parce que vous avez été très nombreux à nous le dire aussi que vous voulez que après qu'on ait terminé les vendredis 13 qu'on fasse également la série des Halloween et aussi des Nightmare on Elm Street. Je vous parlais un peu de mon background parce que j'ai parlé beaucoup de films d'horreur dans ma vie. J'ai couvert ça, entre autres, pour le Journal de Montréal où je suis devenu un peu le spécialiste de ça à l'époque où j'ai couvert où j'étais critique de films. Et je suis devenu effectivement quelqu'un qui s'est intéressé énormément au cinéma d'horreur. Mais quand j'étais jeune, à l'époque où j'aurais dû m'intéresser au cinéma d'horreur, et non, j'étais pas capable de regarder ça, alors qu'aujourd'hui, je peux regarder ça à minuit, 1h le matin, puis même m'endormir là-dessus et passer de très très belles nuits sans aucun problème. Donc, ce que j'allais vous dire, c'est qu'en 1988, quand le film est sorti, donc le Part 7, et c'est très drôle parce que des fois, un petit aparté, j'écoute évidemment des capsules un peu partout parce que je m'intéresse évidemment à ce qui se fait ailleurs. Il y a des gens qui vont dire, et surtout aux États-Unis, des gens qui ont peut-être des études un peu moins élevées, qui vont appeler ça le Part V11. Comme l'épisode 6, ils disent l'épisode V1. Alors que ce sont des chiffres romains qui n'ont, bon, évidemment, il n'y a pas tout le monde qui a cette culture-là, mais ça me fait toujours un peu rire d'entendre ça, des gens qui disent ça, le Part, peu importe le film, c'est pas juste dans les cas de Friday 13, là. It was very good, Part V1. Part V1. Bon, mais, bravo. Donc, ce 7e opus que j'allais vous dire, c'est qu'en 1988, c'est le premier film de Jason, le premier film de Friday 13 que j'ai vu, moi, c'est pas le premier épisode que j'avais vu, mais c'est le premier épisode que j'ai vu au cinéma. Donc, c'était à l'époque où je commençais vraiment à m'intéresser au cinéma d'horreur, donc ça fait quand même... ça s'est fait tardivement dans mon cas. Donc, premier film que j'ai vu, et vous aurez remarqué que, bon, il y a bien des gens qui disent, bon, les films de la série 1 à 4, ce sont les meilleurs, puis je ne mettrai absolument pas ça en doute. Puis après ça, les 5 à 8, c'est plus bon, puis ça s'est terminé là, etc. Ben, vous aurez remarqué que moi, jusqu'à présent, puis j'ai quand même dit qu'il y avait des choses qui étaient pas nécessairement très bonnes,
dans ces épisodes-là. C'est pas nécessairement les films que je trouve les plus mauvais. Là, il reste quand même des épisodes à venir. Mais jusqu'à présent, le 5, bon, il y avait beaucoup de défauts, mais c'est quand même pas le film que j'ai le plus détesté. Le 6, au contraire, moi j'ai trouvé que c'est un film très intéressant, dans lequel je me suis vraiment très diverti. Et bon, le 7, puis on essaie toujours de renouveler le genre, etc., etc. Pari risqué ici, dans le cas de ce film-là. Premièrement, notre ami Mancuso, qui produit tous les films depuis le deuxième, était encore dans l'univers, mais s'est vraiment retiré, faisait d'autres choses, peut-être des films, ce qu'on appelait à l'époque, pas ce qu'on appelait à l'époque, ce qu'on appelle encore aujourd'hui des films plus sérieux. Donc, a laissé la place à quelqu'un d'autre pour faire, pour être présent, pour vérifier est-ce que le budget soit respecté, etc., etc. Mais on a demandé, évidemment, bon, à part les 2 premiers films, ce sont toujours de nouveaux réalisateurs qui prennent la relève, etc., etc. Puis, trouver des réalisateurs qui veulent faire des Vendredi 13, on pense que ça peut être facile, parce qu'on dit, ah, ok, bon, c'est une série, c'est super populaire, etc. Mais, oui, c'est très populaire auprès du public. Mais est-ce que tu te fais un nom nécessairement à Hollywood avec une série dans laquelle tu es rendu déjà au 7e épisode? À part pour faire une carrière en télé puis aller réaliser des épisodes de Love Boat ou de l'île des Gilligan, ça devait être terminé à cette époque, c'est terminé à cette époque-là. Là. Mais c'est pas nécessairement évident. Et notre ami John Carl Buechler, qui est le réalisateur qui a été appelé à faire le film, lui avait fait quelques petits films d'horreur, etc., etc., mais il a dit, non, moi, je veux pas faire ça, là. Je veux pas toucher à cette série-là. J'ai vu ce qui a été fait. C'est du cinéma d'horreur, fait dans une manufacture. Puis moi, ça m'intéresse plus ou moins. Puis tout a pas mal été déjà fait. Mais, je veux dire, l'attrait des fois des sous fait en sorte que finalement, le gars, lui, il accepte la job. Il accepte la job. Puis il n'a pas nécessairement fait un mauvais job. Parce que il s'est dit, moi, j'accepte de faire le travail si je peux faire quelque chose de différent. Bon. De différent, oui, il a fait quelque chose de différent parce que le scénario est un peu différent. Pour ce qui est du reste, on est dans la même formule. Mais c'est un peu ce qui entoure tout ça qui a fait en sorte que c'est différent. Pourquoi? Vous le savez, de toute façon, pour ceux qui ont vu le film, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous le découvrez en même temps que nous. Très peu êtes-vous à ne pas l'avoir vu. Vous savez très bien de quoi je parle. C'est que on a pris l'univers de Jason. D'ailleurs, Jason, lui, se promène. Il se promène, il a fait pas mal tous les styles et il va continuer à le faire. De toute façon, on va continuer, on va poursuivre puis on va en parler un peu plus tard aussi. Donc, il se promène dans l'univers du suspense, il se promène même dans l'humour, etc. Et là, cette fois-ci, il s'en va carrément dans l'univers fantastique. Quoique, Jason fait partie un peu de cet univers-là, c'est tout à fait normal. Mais là, on s'est pas caché trop pour dire que c'était genre Jason rencontre Carrie White. On s'est pas caché du tout que c'était pas mal ça qu'on faisait. Donc, on commence le film et pour la première fois d'ailleurs, c'est la première fois qu'on voit ça, au lieu d'être un genre de montage vidéo avec juste des séquences dans lesquelles on a un rappel, par exemple le feu de camp, puis on nous rappelle Jason, blablabla. Là, c'est vraiment, on a une voix hors champ qui nous fait un genre de petit résumé avec des images, des films qu'on a vus jusque-là. Some have even tried to stop him. No one can. Sérieusement, j'ai pas de problème avec ça. La seule affaire qui est un peu dommage, c'est que probablement il me semble que ça dure vraiment longtemps pour un film qui est vraiment pas long, qui dure pas 90 minutes, là, à ce que je sache. Et, le gars parle, tu sais, blablabla, Jason, blablabla. C'est comme une bande-annonce. Ça a l'air d'une vraie bande-annonce, là, vraiment. Un peu comme on ferait,
Puis même, je pense que, ben, sérieusement, les gars d'RDS de la soirée du hockey font sûrement un meilleur job que ça pour faire un bon montage vidéo, tu sais, assez hot, tu sais, là, les forces en présence, etc. Là, c'est un petit peu grave. On dirait que là, on n'entend quasiment pas la musique, tu sais, puis pourtant, tu sais, c'est là que tu veux que ça soit punché, etc. Il n'y a pas vraiment de musique. On dirait qu'on a mis des images, puis on a oublié de mettre de la musique. Le gars parle, après ça, il parle plus. Là, on voit Jason qui bouge, fait 2-3 meurtres. Puis après ça, là, on nous remonte vraiment presque, je pense que c'est quasiment la séquence complète de ce qui s'est passé sur le bateau avec Tommy Jarvis quand il noie Jason dans le fond du lac. Alors ça, c'est long parce que là, on s'en souvient pas mal de ce qui s'est passé là. C'était déjà que c'était une scène qui était assez longue dans le 6, mais là qu'on soit obligé de nous la remontrer au complet. Rendu en 1988, on était à l'époque où tout le monde va au club vidéo, puis on va louer le film avant d'aller voir le film au cinéma ou peu importe, ou des fois le film on le voit un après l'autre en VHS à l'époque. Là. Donc les reminders, là, on est quand même assez capable de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le film précédent. On a assez de mémoire, là, du moins, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais il y a toujours des gens, j'en connais, qui, mon Dieu, puis ça, moi, c'est une affaire qui me tanne vraiment, là, qui m'exaspère, puis on le fait à satiété, là, dans la télé d'aujourd'hui, d'ailleurs, là. Je sais pas pourquoi les gens n'ont... Pourtant, on est bombardé, peut-être parce qu'il y a trop d'informations. Les gens, ils aiment ça savoir. L'émission commence. Ce soir. Non, c'est pas vrai. Ça commence pas par ça. Ça commence par la semaine dernière. Puis là, blablabla. Pendant 2 minutes, on nous montre qu'est-ce qui s'est passé dans l'émission de la semaine dernière. Mon Dieu, je me souvenais pas en toute la semaine dernière, c'était passé ça. Puis j'écoute, tu sais... Bon, il y a peut-être des gens qui écoutent 20 émissions par semaine puis qui se souviennent pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais en général, en plus, tu sais, d'autant plus que avec Netflix puis tout ça, en général, t'écoutes ça en rafale. J'ai-tu vraiment besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé il y a 1 minute et quart quand je l'écoutais l'émission juste avant? Puis là, c'est quand je dis, ce soir, la semaine dernière, puis ce soir, qu'est-ce qui va se passer? Puis là, il n'y a pas juste ce soir, qu'est-ce qui va se passer? Juste avant la pause, on va me dire dans 1 minute, qu'est-ce qui va se passer? Puis en plus, ben, avec toute la technologie d'aujourd'hui, ben, j'écoute même pas les pauses publicitaires, donc ils montrent tout de suite qu'est-ce qui va se passer après. J'ai pas besoin de savoir ça. Tu sais, aujourd'hui, là, on n'a pas besoin de savoir ça, donc, je pourrais en revenir au fait que, ben, tu sais, ces espèces de prologues-là qui sont interminables, ben, on peut s'en passer. Donc, justement, mon prologue, je le trouve très long. Je vais couper ça là. Et on va finir par arriver, justement, au début de ce film, qui commence avec la jeune Tina, qui est une espèce de copie conforme de la jeune fille qui joue dans Poltergeist, là, tu sais, They're Here. Elle me fait vraiment penser à ça. Là, évidemment, il y a un beau calendrier juste à côté d'elle. Tu sais, on se met vraiment dans le contexte. C'est écrit vendredi 13, comme si, mon Dieu, on savait pas quelle date on pourrait être dans un film comme celui-là. Je me serais vraiment attendu à ce que ça soit écrit 31 octobre. Puis, là, on se met dans un contexte un peu, tu sais, le film commence un peu plate, là, tu sais, on comprend que ses parents se chicanent, mais tu sais, pas assez pour que la fille, qui a une dizaine d'années, soit tellement fâchée après son père, mais on l'a jamais vu le contexte dans lequel la petite fille voit son père battre sa mère. Tout ça, on le comprend, là, mais tu sais, ça aurait été... Parce que le film a quand même des moments d'émotion intéressants. Contrairement à d'autres films de Jason, où les petites émotions, là, on en a eu dans le 3, mais en général, c'est pas très très poussé. Là, ça aurait pu être poussé, c'est pas développé du tout, pas du tout. Puis là, la petite fille, elle prend le petit bateau à moteur, s'éloigne, s'en va dans le milieu de l'eau. Son père revient, puis pourquoi son père vient sur le bord du quai pour appeler sa fille, alors qu'il vient de battre sa mère? Aucune idée. Et là, il se fait chambranler sur le bord du quai, comme s'il était dans un manège à Disneyland. Le quai se défait, puis tu sais, ça bouge, on a vraiment l'impression que c'est fait, on voit bien que c'est mécanique, là, fait que c'est plus ou moins bien fait. Les effets spéciaux du film sont moyens, parce que il y a des effets de télékinésie, là.
C'est ceux qui ont fait les effets spéciaux là-dedans, c'est pas les meilleurs. Bon, c'est pas leur spécialité nécessairement de faire ça. C'est pour les effets spéciaux, là, tu sais, de tuerie puis tout ça, oui. Pour les effets spéciaux, là, quand ça bouge, puis etc. Ils n'ont pas pris de cours là-dedans. Tu sais, c'est comme c'est leur premier film, puis ils n'en font pas d'autres nécessairement non plus là. Fait que non, c'était pas très fameux. Bref, bon, le père meurt dans l'eau, puis bon. Elle, qui a pourtant des pouvoirs télékinésiques, elle n'est pas capable de le faire sortir de l'eau, mais bon. Donc, la fameuse Tina, parce que, soit dit en passant, on pense que c'est de sa faute que son père est mort, elle est éternée. Elle est éternée! Eh oui! C'est complètement ridicule. La fille, c'est de sa faute c'est elle qui a tué son père, alors que c'est son père qui a une maladie. C'est son père qui battait sa mère. Le monsieur est mort. Comment on peut avoir décidé que la fille avait un problème mental? Je veux dire, elle était dans le milieu de l'eau. Elle a un choc post-traumatique. Mais elle est internée. En tout cas, tout ça fait en sorte que la mère de Tina décide avec le Dr. Cruz de revenir à Crystal Lake. Quelle excellente idée pour confronter ses peurs. Bon, il y a des moyens, il y a toutes sortes de moyens de confronter ses peurs. Tu sais, tu viens d'avoir un accident d'auto. La pire chose à faire, c'est de dire, hey, je vais attendre 3 mois, va te conduire, et puis ça va bien aller. Non, ça c'est correct. Ouais, ça dépend de l'accident d'auto que tu as, évidemment, là. Mais si tu as un accident d'auto mineur, attends pas de conduire. Tu sais, t'es mieux de reprendre le volant puis de dire, regarde, sinon tu reprendras plus jamais le volant. Mais de dire, hey, on va retourner à Crystal Lake pour confronter tes peurs parce que tu as noyé ton père, c'est un imbécile. Tu sais, on est loin du Dr. Loomis, là, quand même. Là. Vraiment, c'est un médecin, un psychiatre imbécile. De toute façon, ce gars-là, le fameux Dr. Cruz, est supposé être mort, entre guillemets, parce que ce gars-là, cet acteur-là, c'est celui qui faisait Bernie dans A Weekend at Bernie's. Donc, le gars, il est mort depuis un méchant bout. Pour ceux qui l'auraient reconnu ou pas, là, ben de toute façon, on ne le reconnaît pas. Parce que toujours, c'est une lunettes de soleil dans le film Weekend at Bernie's. Donc, c'est ce comédien-là qui interprète le Dr. Cruz. Un personnage qui est vraiment détestable dans le film, mais c'est parfait, ça correspond parfaitement au genre de personnage qu'on veut voir là-dedans. Donc, évidemment, Tina, qui est une ado, veut rien savoir de la thérapie, avec raison d'ailleurs. Puis sa mère, elle se fait complètement enfiroiper. Je veux dire, c'est une personne adulte. Ben, en même temps, je peux comprendre qu'elle se fasse enfiroiper parce qu'avec la coiffure qu'elle a, c'est quelqu'un qui, effectivement, peut se faire avoir très naïvement par toutes sortes de choses de la vie. Donc, la fameuse Tina se rend compte qu'elle a des voisins qui sont un groupe d'ados qui ont loué un chalet. Au début, je me disais, mon Dieu, c'est les mêmes gens qui avaient loué des chalets la dernière fois, dans un des films précédents. Ça leur ressemble énormément. Tu sais, à quelques différences près, à part qu'ils ont peut-être changé de prénom, mais c'est pas mal la même gang. Il y a Nick qui s'intéresse à Tina. Soit dit en passant, il s'intéresse à Tina uniquement dans le scénario, parce que dans la vraie vie, ça aurait été impossible. Et aussi, je ne sais pas si vous le remarquez à l'écran, mais ça fonctionne comme plus ou moins, il n'y a pas vraiment on ne sent pas la chimie entre les deux, pour la simple et bonne raison que le fameux comédien Nick, dont le nom est, et vous me donnerez le temps, Kevin Blair, dont le vrai nom est Kevin Spirtas, est un homosexuel. C'est correct, il a le droit de l'être. Et il y a, semble-t-il, que plusieurs comédiens plusieurs acteurs dans cette production-là qui l'étaient, et qui jouaient des relations, tu sais, gars-filles, etc., comme normalement ça peut se faire. Et ça fait en sorte que sur le plateau de tournage, ben on appelait plus ça Friday the 13th, mais plutôt Fry-Gay the 13th, à cause de cette production-là. Mais malgré le fait qu'on a dit que peut-être qu'il y avait des froids entre les deux comédiens, là, entre Tina et Nick, là, les deux personnages, ça n'a pas été le cas, puis ils ont quand même réussi à... Ben, de toute façon, ça passe quand même relativement bien. Là, il faut quand même s'y attarder pour dire, exemple, que ça marche plus ou moins bien, mais c'est vrai qu'on sent pas là, le grand amour entre les deux, mais bon. Tout ça pour dire que Tina, bon, passe d'une maison à l'autre, tu sais, elle s'en va dans une maison, elle se sent comme être heureuse d'aller là, mais en même temps, elle est comme pas bien accueillie parce qu'il y a la fameuse Melissa qui est pas fine, puis bon, elle revient, puis là, il y a le Dr. Cruz qui fait faire des espèces d'expériences niaiseuses parce que dans le fond, lui, c'est juste pour son propre plaisir, dans le fond, presque, là, pour son avancement personnel, là, franchement, le faire avancer une paquet d'allumettes, là, sur la table, c'est une scène des plus ridicules et des plus plates. Le paquet d'allumettes, on dirait qu'il est avancé avec un aimant, là. Donc, les scènes avec lui sont généralement assez plates,
mal écrite. Ça, c'est dommage parce que la comédienne, c'est Lar Park Lincoln, elle est quand même bonne. Tu sais, c'est le genre de Meg Ryan un peu, là. Il avait pris une fille qui ressemble toujours la blonde des services, là. Mais elle se débrouillait quand même assez bien comme comédienne dans le film. Puis de l'autre côté, ben on avait enfin, on avait un groupe. Ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas eu un bon groupe d'adolescents, mais là, il y en a vraiment beaucoup. À un point tel qu'au début, ben, on sait plus trop qui est qui. Tu sais, c'est comme là, tu t'en rencontres quelques-uns, tu dis, ah, c'est cool, tu sais, il y a une chimie. Puis là, il y en a encore d'autres, puis là, il y en a encore d'autres, puis là, tu sais plus qui est qui. Mais c'est quand même pas si mal écrit parce que, tu sais, t'as des relations entre certains, puis des relations d'autres, puis il y a des couples, puis les couples vont pas nécessairement bien. Fait que c'est quand même pas si pire. Bon, là, il y a quand même des meurtres. Puis il y a quand même aussi notre amie Tina qui ressuscite notre ami Jason, et ça, quand même, c'est pas indéniable, c'est quand même important. Bon, la scène, évidemment, était à prévoir, on le savait depuis le début. Mais là, on a enfin quelque chose de très intéressant. C'est la sortie de l'eau de Jason est spectaculaire. Et on a enfin un Jason qui va revenir souvent. C'est notre ami Kane Hodder, qui est vraiment, tout le monde le dit, et c'est pas parce que les gens le disent que je le dis aussi, mais c'est certainement un des très bons, sinon le meilleur Jason qu'on aura. Il incarne vraiment à la perfection le personnage. Il s'implique physiquement dans le rôle. Et en plus, dans ce film-là, particulièrement, il y a probablement le meilleur look, je pense, de toute la série. Premièrement, on respecte, là, ça, je pense que ça a été admirable. Là. On a vraiment respecté le look qu'il peut avoir, c'est-à-dire que le masque est vraiment défait, il a vraiment suivi toute l'histoire. T'sais, donc, il est cassé, on voit un bout de la mâchoire, ça, c'est vraiment très réussi. Et en plus, écoute, quand il sort de l'eau puis que tu vois la colonne vertébrale, wow, vraiment, là, ça c'est très bien réussi. T'sais, tout son look est magnifique. Puis en plus, ben, Kane Hodder, ben, il habite le personnage. Vraiment, là, tu y crois, puis tasse-toi de là, parce que c'est vraiment un Jason qui est épeurant en tout temps. Tu sais, il y a des Jason qui physiquement l'avaient, mais au niveau du mouvement, des fois, il y en a aussi au niveau de la manière que comme par exemple dans le 6, qui n'était pas un mauvais film, mais tu sais, son crâne, c'était poche. Tu sais, là, c'est le maquillage est bon, le mouvement est bon, etc., etc. Comme dans le 3, tu sais, j'ai le 3, je vous l'ai dit. Tu sais, bon, Jason, il était bon quand on le voyait pas. Puis quand on le voit, ben, il bouge pas bien, le gars. Tu sais, c'est plate, mais il bouge pas bien. Il y a des places où c'était pas pire, mais là, lui, il l'a à la perfection. Tu sais, il incarne Jason magnifiquement. C'est vraiment, c'est A+. Donc, les scènes où il est là, c'est très bien. La problématique qu'il y a, c'est que j'ai de la misère à vous dire, bon, il y a eu tel meurtre, bon. Oui, tu sais, bon, d'abord ça commence par Michael, là, qui est le fameux fêté qui se rend jamais à sa fête avec sa blonde. Ça commence évidemment avec une fameuse scène d'auto qui fonctionne pas. Ça me tanne un peu, c'est toujours la même affaire, effectivement. La seule chose, c'est que, bon, au moins, ça se passe pas dans l'auto, mais, tu sais, c'est des morts plates. La seule mort qui est vraiment le fun, c'est les deux campeurs, qui encore là, c'est une scène qui était comme rajoutée, qui est raboutée, c'est une petite scénette, mais au moins cette scène-là, elle est fun dans le sens où c'est une mort originale, quand la fille, tu sais, Jason arrive, surprise, puis un petit coup sur l'arbre là, dans son sac de couchage, ça c'est une des morts les plus originales de la série, puis du film évidemment, mais de la série en tant que telle, parce que le reste des meurtres dans ce film-là, c'est du déjà vu. Tu sais, qu'on parle, bon, évidemment, il y a le couple, là, Sandra qui s'en va se baigner nu avec son ami, ben, elle invite Russell à venir se baigner dans le lac. Bon, c'est pas la première fois qu'une fille va se baigner nue dans Friday 13, on s'entend. Ça doit être la troisième ou quatrième fois certain. La seule différence, c'est que, bon, Russell, le meurtre qu'on voit de lui, on voit quasiment rien, mais Buchler, le réalisateur, il le dit d'ailleurs en entrevue, pour une raison inconnue, c'est probablement le film qui a été le plus... les scènes de meurtre ont été le plus coupées par la MPAA, alors qu'on a vu des choses bien pires dans d'autres films de la série avant. Mais là, ce qu'on aurait pu voir... Parce qu'on se dit, moi je regarde le film, puis je regarde les scènes de meurtre, puis je trouve vraiment poche les meurtres là-dedans, vraiment, là. Bon, ok.
Il y a le meurtre du sac de couchage, bon, dont la scène originale aurait pu être pire, mais quand même, moi, je l'aime cette scène-là. Je trouve amusante aussi la scène où, tu sais, la fille se fait rentrer un cornet dans l'œil. Original, correct. Mais les autres, tu sais, bon, la fille dans l'eau. OK, j'aime la prise de vue, j'aime l'idée parce que c'est un hommage à Jaws, c'est clair, là, tu sais, on la voit sous l'eau avec les jambes qui ballottent. Donc ça c'est bien. Mais sinon, le reste, tu sais, bon, il nage dans le front, même le Dr. Cruz qui se fait tuer avec une espèce de coupe gazon, on voit à peine le chandail, tu sais, qui perd 2-3 mailles, tu sais, fait que c'est plate. Amanda, on voit pas vraiment qu'elle se fait tuer. Puis, bon, d'accord, on vous a dit qu'elle mérite pas de se faire tuer. Puis les autres personnages, bon, il y en a une qui passe par la fenêtre, ok. Bon, il y a 2 scènes de défenestration. Il y a celle-là, quand elle passe par la fenêtre. Puis il y a une scène où Jason, lui, rentre par la fenêtre. Ça, c'est une très bonne scène parce que c'est une scène où non seulement il rentre par la fenêtre, mais il arrive debout. Hey, ça, c'est assez surprenant. Mais sinon, regarde, Mélissa, à un moment donné, je veux dire, elle fait juste. Mais c'est parce que, tu sais, une scène d'une hache dans le front, on l'a vu, la hache dans le front, tu sais, on l'a vu dans le premier film, puis c'est ni hommage, ni quoi que ce soit. Mais comme je vous dis, le réalisateur l'a dit, puis pour avoir vu des scènes, là, puis on ne pourra pas vraiment vous les montrer parce que c'est tellement, la qualité est très mauvaise des scènes qu'ils ont voulu faire. Ben c'était vraiment beaucoup plus gore et les gens qui ont travaillé sur le film m'ont même dit qu'il y a des scènes qui ont été tournées et qu'on ne pourra jamais voir malheureusement. Paramount a tout éliminé. Donc, il a été question à un moment donné qu'il y ait un director's cut, uncensored cut de ce film-là. Mais ils ne peuvent pas le faire parce que le matériel n'existe plus et il est de ce qui reste est de très mauvaise qualité. Donc, semble-t-il que c'est très décevant. Et très décevant pour nous aussi parce que probablement qu'on apprécierait beaucoup plus le film pour les gens qui aiment le gore. Bon, moi, je suis pas un amateur nécessairement de gore, mais quand je compare tous les films de la série, ben je me dis, c'est plate parce que là, tu es rendu au 7e film, puis tu dis, OK, je comprends que rendu à un certain niveau, à un certain point, tu manques peut-être d'imagination, mais tu sais, quand je regarde, par exemple, je compare là, avec une autre série, la série Ça, par exemple. Bon, je parle pas du scénario parce que les scénarios de Ça sont pas nécessairement très bons, mais au moins, ils essayaient d'être créatifs au niveau des meurtres. Eux, Friday 13, à un moment donné, ça devient redondant. Et là, c'est très redondant dans ce cas-ci. Bon. Ce qui est pas redondant, par contre, c'est Tina. Tina est pas redondante. Son personnage est très intéressant parce que, comme je vous le dis, est émotif. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu très, très souvent dans les Vendredis 13. Donc, son personnage est super bon. Et sa rencontre finale avec Jason est particulièrement bonne. La première, quand ils se voient pour la première fois, c'est un genre de duel. Ils sont face à face. Puis autant on l'a déjà vu, cette fameuse scène avec le fil électrique puis tout ça. Mais dans ce cadre-là, ça fonctionne super bien. Puis c'est rare de voir Jason, très rare de voir Jason qui est déstabilisé par quelqu'un au premier round. Il y aura d'autres rounds par la suite quand ils sont dans la maison, quand son masque se casse en deux. Il est particulièrement horrible et horrifiant, ce Jason-là. Là, on voit que, tu sais, il a passé pas mal de temps sous l'eau. À un moment donné, c'est bien beau se laver, mais là, il y a des limites. Donc, il y a une belle gradation de tout ça. Puis même à un moment donné, je me suis dit, il passe un mauvais quart d'heure. Tu sais, c'est vraiment un combat là, Rocky Draco là, tu sais, entre les deux là. Il passe au feu là, notre ami Jason là-dedans. Puis je me suis dit, mon Dieu, quand j'ai vu le poil là en arrière, j'ai pensé à Freddy. Puis j'ai dit, parce qu'évidemment, vous savez qu'à un moment donné, il va y avoir un combat entre les deux. Puis je me suis dit, hey, coudonc, tu sais, notre amie Tina, elle a quasiment un meilleur combat avec Jason que Freddy va en avoir un. Avec Jason, puis Freddy, ben, il est supposé avoir de meilleurs atouts. Donc, c'est un excellent combat final qu'ils ont tous les deux. Ce qui est un peu triste, ce que je trouve dommage, c'est que c'est pas elle qui va finalement avoir le dessus sur lui, entre guillemets, parce que oui, parce que c'est elle qui va ramener son père à la fin, mais j'aurais aimé ça que ce soit elle qui est dessus sur lui, que ce soit elle qui le, entre guillemets, tue, parce que, entre guillemets, il est tué à chaque film, à chaque fin de film. Là. Puis, je sais pas, le père, il fait chipot, puis, tu sais,
Mais j'ai su par la suite qu'il ne devait pas avoir l'air de ça, le père non plus. Ça, c'est grâce à notre amie Barbara Sachs. Barbara Sachs, ça, c'est la petite maudite. Barbara Sachs, c'est une maudite. Ça, là, Barbara Sachs, ça, vous l'avez pas vu, ça, Barbara Sachs. Barbara Sachs, là, c'est pas une fille que vous avez vue à l'écran. Mais Barbara Sachs, là, c'est celle qui a fait en sorte qu'il y a deux personnes, il y a deux choses qui ont fait en sorte que ce film-là n'est pas aussi bon qu'il aurait pu être. Parce que, bon, premièrement, je le dis, Part 7, c'est un bon film. Il y a deux choses. Premièrement, il y a l'MPA qui nous a coupé toutes les scènes qui auraient pu être plus gore. Je ne sais pas à quel point ça aurait pu être meilleur. Mais certainement un peu meilleur, même si les meurtres n'étaient pas nécessairement les plus originaux. Mais du moins, s'ils n'étaient peut-être pas plus originaux, mais au moins, il aurait pu être plus spectaculaire. Merci la MPA de toujours être là. Je veux dire, Christy, regarde là, si le film est vraiment si horrible, si dégueulasse, premièrement, on a vu des affaires bien pires que ça au cinéma. C'est supposé être rated R. Ça veut dire rated R, que t'es pas supposé d'avoir moins de 17 ans pour y aller. Si t'es assez niaiseux pour, parce que rated R aux États-Unis, ça veut dire que tu dois être accompagné d'une personne de 17 ans pour y aller. Si t'es assez cave pour amener ton enfant de 10 ans voir ça, ben regarde, tu fais le choix de l'amener, c'est ça. Mais sinon, là, t'es supposé d'être un adulte. Puis un adulte, là, ben, à moins d'être Ted Bundy, là, ben, je veux dire, t'es capable de se dire que t'as vu, premièrement, si tu vas voir un Vendredi 13, puis tu vas voir Vendredi 13, Part 7, il y en a des gens qui s'en vont, il y a bien des gens qui, ça arrive, là, qu'il y a des gens qui s'en vont voir une série à moitié de la série. Je sais pas, puis, je n'avais entendu parler de Jason, mais je sais pas, je savais juste partir, je pensais que c'était un goaler de la Ligue nationale. Mais non, je veux dire, mais en général, c'est parce que vous avez vu la série, vous savez à quoi vous attendre. C'est comme quelqu'un qui s'en va voir le film Hostel, tu sais. Ben, en général, c'est parce que si tu vas voir Hostel 3, bon, ça ressemble moins un peu à la série au reste, mais tu vas quand même voir Hostel 3, par exemple. Mais c'est parce que tu sais un petit peu à quoi ça ressemble, là, les Hostels. Tu t'attendras pas à une surprise de, tu sais, oh, est-ce que c'est un film de voyage? C'est-tu présenté par TripAdvisor? Non. Tu sais très bien à quoi t'attendre. Donc, moi, je comprends pas la MPA, à un moment donné, là, tu sais, comme branche-toi, là. Branche-toi. T'as des films d'horreur, c'est fait pour les gens qui aiment ça, puis c'est fait pour les gens de 18 ans et plus. Fait que, tu sais, ou créer une nouvelle catégorie. Il y en a des catégories pour les 17 ans et plus, là. C'est NC-17 ou NC, quelque chose en genre. C'est-à-dire, t'es pas admis si t'as pas 17 ans, puis ça devrait être ça. Même chose ici au Québec, là. On admet les enfants, là, les jeunes de 13 ans, là. C'est pas des films pour 13 ans. Ben oui, mais on dit, ben oui, on les amène, les enfants, il n'y a pas de problème. On va envoyer ça, des gens, des jeunes de 13 ans voir ça au cinéma. C'est pas ça, là. C'est pas comme ça que ça devrait marcher, là, tu sais. Tu sais, ça devrait être, en tout cas, je regardais, là, je sais plus, là, les 13 ans, les Friday, qu'est-ce que ça devrait être comme rating, mais peu importe. Donc, l'MPA, merci. Et Barbara Sachs, la petite maudite, ben ça, là, c'est parce que Frank Mancuso s'est lavé les mains, comme je vous disais tantôt. Frank qui était occupé à faire d'autres choses, puis a envoyé Barbara. Barbara, ah ouais non, va faire ça, va t'occuper de ça, de ce Friday-là, parce que moi, je suis occupé à faire des films plus importants. Mais Barbara, là, la maudite Barbara, moi, je l'ai renvoyé, là, tu sais, là, They're coming for you, Barbara, là. Moi, j'aurais bien aimé ça, qu'il s'occupe d'elle, parce que Barbara, elle a jamais fait de film d'horreur de sa vie. Fait que Barbara, elle, tout ce qu'elle aime, là, c'est probablement regarder ses soaps l'après-midi, puis des petites affaires, des comédies romantiques. Elle, là, oh non, je veux pas qu'on fasse ça. Puis là, parce qu'elle est en charge du budget. Fait que tout ça, tout ce qu'elle avait à faire, là, Barbara, c'est se dire, bon, OK, vous voulez avoir un masque? Parfait. Vous voulez avoir du sang? Parfait. Une canisse de sang? Parfait. 5$. Mais pas 7$, 5$. Parfait. C'est juste ça qu'elle a à faire, Barbara. Rien que ça à faire. Puis s'assurer que le film se fasse dans les délais. C'est tout. Puis si mon ami Buckler, il dit, ben regarde, Barbara, je peux te savoir une journée de plus? OK, moi checker le budget, m'a appelé Frank à Hollywood pour voir si c'est correct. C'est tout ce qu'elle a à faire, Barbara. Elle n'a pas s'impliquer dans la production, mais Barbara, elle s'est impliquée dans la production. Elle dit, moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça, moi. Je veux pas voir... et là, il s'est battu, puis je pense qu'il a tourné sans dire. Jason, là, elle voulait pas que Jason, Jason n'ait pas de masque à la fin du film. Elle trouvait qu'il était laid, puis elle trouvait ça pas de bon goût. Et c'est parce que je pense que Barbara,
Barbara l'a pas regardé les autres films, Barbara. Fait que Barbara, elle a vraiment, malheureusement, là, ben, elle a fait en sorte que le film, peut-être que vous avez pas aimé ça, là, le 7e opus, mais peut-être que c'est à cause de Barbara. Puis peut-être que vous avez aimé ça, le 7e épisode, mais vous l'auriez peut-être aimé davantage. Mais tout ça à cause de la maudite Barbara. Puis si vous avez aimé ça, le 7e, puis vous avez mis 100%, ben à ce moment-là, ben vous dites merci Barbara, parce que grâce à toi, ben j'ai aimé le film à 100%. Mais sinon, ben vous pourriez écrire à Barbara Sachs à Hollywood puis dire moi maudite Barbara, ben à cause de toi, ben mon film que j'ai aimé ou que j'ai pas aimé partout, ben c'est sans doute à cause de toi. Bref, voilà. Donc, tout ça pour dire que malgré tout, ce n'est pas un si mauvais film que ça. Et à la toute fin du film, soit dit en passant, il y a une fin qui a été... Parce que c'est un des rares films de Jason qui se termine sans dream sequence, sans rien, tu sais, ça se termine. Il meurt, puis that's it. Il n'y a pas rien d'autre. Tout le monde s'en va à l'ambulance, puis on sait bien qu'on ne reverra plus jamais. Ah, on sait bien que on ne reverra plus jamais ce monde-là. Hein? Mais, je voulais juste vous dire ceci. Non, je ne l'ai pas lu, je l'ai entendu des comédiennes qui ont joué les filles, les survivantes des Friday the 13th, qui sont intéressées, qui seraient intéressées à à se liguer contre Jason dans un futur film. Ah ça, je sais pas qu'est-ce que ça donnerait, mais ça serait très intéressant. Donc on aurait tout le monde. Même peut-être, je sais pas si Alice serait consentante. Je sais que même Ginny de l'épisode 2 serait d'accord à le faire. Donc si on a Ginny puis toute la gang qui revient, puis ça serait très intéressant pour ce fameux épisode qu'on devait faire, le fameux reboot ou en tout cas anniversaire pour le 40e anniversaire là, qui n'a pas eu lieu finalement à cause de différentes raisons, là, mais et ça serait vraiment fantastique de le faire pour le 13e épisode qui est en suspens. Puis moi j'aimerais ça à un moment donné, il faut le finir. Il faut dire, regarde, c'est le dernier. Faisons, il faudra en faire un bon. Je ne sais pas qu'il n'y en aura pas nécessairement des bons d'ici la fin, mais ça serait quand même, ça serait pas pire. Bon, alors, on va terminer ça avec évidemment mon petit bulletin de vote. Soit dit en passant, la musique de ce film, Harry Manfredini est accompagné de Fred Mullin pour cette fois-ci. La bande sonore est très bonne, sauf pour le générique d'ouverture. Comme s'il n'y avait pas de musique. Ça faisait pom, pom. C'est comme si n'importe qui peut faire ça sur son clavier chez eux. Là. Tu prends un clavier, là, puis tu fais pom, pom. Tu fais sur 2 notes, puis c'est tout. Je sais pas. C'est ça que Fred a fait. Je sais pas si c'est son fils ou quoi que ce soit, mais en tout cas, bravo Fred. Parce que pour le reste de la bande, la trame sonore, très bien réussie. Donc, allons-y pour les notes de ce film-là. Donc, le scénario, moi j'ai apprécié le fait que, tu sais, on a fait quelque chose de différent, même si, tu sais, comme je l'ai dit tantôt, copie de Carrie, sans aucun doute. Mais ça a comme redynamisé le tout. Ça a brassé un peu la sauce. Donc, je lui donne un 7. Personnage, bon, il y a beaucoup de personnages. Moi, j'aime ça quand il y a beaucoup de personnages. Puis qu'on est capable de les reconnaître. Tu sais, comme par exemple dans le 6, j'étais là, c'est le fun, il y a des animateurs, mais il y en a 2-3. Qu'est-ce que tu fais avec ces 2-3 animateurs? Je veux dire, ça n'a aucun sens, là. Bon, il y avait les deux principaux qui s'en venaient en Volkswagen, qui sont morts tout de suite. Mais je trouvais ça dommage parce que là, tu sais, t'as pas assez de bons personnages. T'avais des bons personnages, pas vrai. T'avais des bons personnages, mais t'avais pas de dynamique. Moi, j'aime ça quand il y a une dynamique. Puis là, dans ce film-là, il y a vraiment une dynamique. Il y a la dynamique de Tina avec Dr. Cruz puis sa mère. Puis Tina qui s'en va de l'autre côté avec la gang. Puis t'as Nick de l'autre bord qui s'en vient du côté de chez Tina. Fait que, tu sais, ça me faisait penser un peu au final, tu sais, le final chapter où t'avais la famille avec Tommy puis avec sa sœur qui essaie de fraterniser un peu de l'autre côté. Puis t'avais le chalet. Moi, j'aime ça, ce genre de dynamique-là, j'aime ça. D'ailleurs, Tommy, on l'a vu dans le générique. Puis pas dans le générique, mais dans la prémisse, puis c'est la dernière fois qu'on va le voir, ce personnage-là. À moins qu'on le ramène peut-être pour, qui sait, sur un 13e épisode ultime, qui sait. Donc, oui, j'ai bien aimé ça, puis donc, tous ces personnages-là, je les ai
trouvé quand même assez intéressant, puis bien développé, puis sauf à un moment donné, bon, tout le monde couche en même temps, là. Bon, regarde, ça fait partie de l'univers. Donc, je donne 6 aux personnages. Pour les meurtres, par contre, puis là, ben, je suis obligé, malheureusement, je suis obligé de dire ça au réalisateur. Même s'il a voulu faire autre chose, je suis obligé de travailler avec les meurtres qu'il me met à l'écran. Ben, les meurtres qu'il me met à l'écran sont plates. Ils sont choppés. Je fais que je donne la note à la MPA, puis c'est un 4. Tu sais, il y a du bon vouloir, mais je vois pas grand-chose. C'est très dommage. Par contre, j'ai un Jason qui est là, puis qui veut en faire des meurtres, puis il est très bon, ce Jason-là. Malheureusement, il est pas à son plein potentiel parce que on lui donne pas des meurtres assez créatifs. Donc, je vais lui donner un 8. Pour le film dans la série, ben, pour moi, comme je le disais précédemment, les films qui se déroulent après le 4 ne sont pas nécessairement mauvais. Puis, je trouve que celui-ci, ben, renouvelle un peu le genre. Donc, moi, je l'ai apprécié. Est-ce que c'est parce que c'est le premier que j'ai vu au cinéma? Je penserais pas parce que je l'ai revu. Puis, je suis quand même... je suis un peu mitigé quand même parce que je le trouve pas si bon que ça. Il y a beaucoup de défauts. Mais par contre, j'aime beaucoup, comme je le dis, il y a beaucoup d'éléments positifs, dont évidemment un bon Jason. C'est les meurtres qui descendent la note. Fait que je lui donne un 7. Mais par contre, comme film en général, si je le mets dans l'univers du cinéma, ben là, c'est un 5. Donc voilà. Là, ça va se poursuivre, évidemment, mais ça va s'achever. Il y a une ère qui va s'achever avec le prochain film qu'on va voir la prochaine fois. En attendant, comme je le disais, si vous avez pas vu les capsules précédentes, ben c'est le temps, puis de toute façon, vous pouvez les revoir. C'est comme Friday. Friday, tu réécoutes ça, puis tu dis « Ah oui, c'était bon, mais celle-là, je l'ai préférée, puis celle-là, je l'ai aimée plus. Ah, puis celle-là, je vais la réécouter, puis je vais peut-être la réécouter une autre fois. » Fait que c'est comme ça que ça se passe. Les Fridays, c'est comme nos capsules. Des fois, c'est meilleur même avec l'âge. Donc, ben... Vous pouvez aussi, ben, pas juste écouter nos capsules sur Friday, on en a d'autres, bien d'autres en réserve qui peuvent vous intéresser. Et puis, vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook. À tous les jours, on met toutes sortes de nouvelles qui peuvent vous intéresser, qu'on met de l'avant. Et puis, n'hésitez jamais à nous faire part de vos commentaires, puis aussi de vos suggestions. Souvent, ben, c'est grâce à cela qu'aujourd'hui, ben, on vous parle de cette série et dont aussi on va vous parler d'autres séries à venir.